À l'est, c'est encore terrible. On vous parle de Beni, de Butembo, mais allez à Beni, à Butembo, vous allez trouver des maisons conçues des gens de là-bas, autour du lac Kivu, à Bukavu, à Goma. Vous allez trouver des villas comme en Suisse. Alors, comment vous allez arriver en Mbuji-Mayi? C'est le Moyen-Âge. Et vous dites à Kinshasa, ici, c'est notre pouvoir. Voilà. Alors, nous allons entamer l'actualité, Tshibin Koufoua. Donc, on va aller comme ça. Donc, on commence. Le premier sujet, c'est le retour des Camérés. Déjà, on apprend qu'il était ici depuis des heures du matin. Ça, on apprend. On ne sait pas. On n'a pas encore toutes les confirmations. Tshibin Koufoua. Alors, on parle d'abord du retour de Vital Kamerhe. Il y a déjà d'autres personnes qui voient en lui un futur Premier ministre, Jean-Marie Kassambo. Écoutez, je pense que nos derniers dessous des cartes de la semaine dernière, je vous avais dit que la politique a repris, on va dire, ses lettres de noblesse, parce que les montages qui étaient planifiés depuis longtemps, ça ne date pas de maintenant. D'abord, les montages anti-Kamerhe n'ont pas fonctionné. On pensait fragiliser Kamerhe, allez, l'enlever un peu dans la course à 2023. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on voulait d'abord désactiver Kamerhe, revenir avec Jean-Pierre Bemba, revenir avec Moïse Katumbi, allez, remplacer Kamerhe par un autre leader de Sud Kivu, Modeste Bahati. Tout ceci n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est le tour de récupérer Kamerhe en termes de leadership à l'Est, notamment au Sud Kivu. Ensuite, il faut aller fragiliser Bahati, parce que Bahati, c'est un fin calculateur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire si jamais il y a un petit couac avec Tshisekedi. Et donc, Kamerhe qu'on avait fragilisé, qui s'est maintenu, on va dire, politiquement parlant. Rappelez-vous de toutes les émissions que vous avez faites, que j'ai faites, que beaucoup de médias avaient suivi à ces temps-là. Et donc, Kamerhe, aujourd'hui, devient incontournable. On a commencé par, allez, condamner à 20 ans. Les 20 ans se sont traduits en 13 ans. Les 13 ans, allez, on vient de neutraliser ça quasi à zéro. Parce qu'en cassation, là-bas, on a dit la procédure n'a pas été respectée. Effectivement, la procédure n'a pas été respectée. Et donc, aujourd'hui, il est revenu. Ensuite, on va, du point de vue de la justice, trouver que, allez, le dossier était vide parce que là, il a un cas judiciaire vide. On va lui proposer la primature et certainement qu'il va refuser parce que il a aussi des ambitions. Il va proposer un candidat à lui, comme Moïse Katumbi l'avait fait, et puis il va dire à Tshisekedi non, ne t'en fais pas, nous sommes ensemble, etc. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, on va attendre après les dialogues, parce qu'il n'y aura pas d'élection l'année prochaine, je vous l'ai toujours dit. Eh bien, Kamerhe sera du côté de Félix Tshisekedi, l'un des ténors qui va négocier avec la coalition qui se met en place maintenant en face. Voilà. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, ce que proposer à Vital Kamerhe la primature, quand on sait qu'il a bâti le Kobo à la tête d'une institution comme le Sénat, vous ne voyez pas que ça sera un déséquilibre géopolitique en RDC? Il est possible que Bahati tombe. Possible. Oui, il est probable, possible que Bahati tombe pour qu'on puisse aller réformater les institutions. Vous voyez que Mbosso est sur une chaise éjectable et c'est probable également que Mbosso tombe parce que politiquement parlant, Mbosso ne présente pas, on va dire, un poids par rapport à Félix Tshisekedi pour peser dans les dialogues à venir. Donc on fait tomber Mbosso, on fait tomber Bahati, on redimensionne les institutions au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y aura pas remaniement. Hein, il faut déjà se mettre en tête qu'il n'y aura pas remaniement du tout. Ensuite, on partira avec, comme qui dirait, des acteurs reformulés. D'un côté, vous avez Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi et quelques alliés. En face, vous aurez Joseph Kabila, Fayoulou et Katumbi avec une forte présence et leurs alliés. Et on ne fera pas les dialogues style ce qui s'est passé
à la Senco. Mais ça sera quelque chose un peu congolais parce que à la Senco, il y avait une forte présence de la communauté internationale via l'Église catholique. Il y aura d'autres acteurs cette fois-ci qui vont superviser ces... Et ça, c'est toujours l'Église catholique qui sera à la manette, parce qu'on a vu la Senco, on a vu aussi les CC qui continuent toujours à clamer pour qu'il y ait l'urgence d'un dialogue. Oui, mais parce qu'on est plein dedans. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques semaines, les Nations Unies ont délégué ici une délégation d'évaluation, pour ne pas dire de constat par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine. La SADC a aussi dépêché. Nous, en tant qu'INPC, nous avons été contactés, nous avons effectivement été consultés quant à ce. Le président Tshisekedi aussi, la classe politique l'a été. Maintenant, avec la crispation de la situation politique, tout ceci va s'accélérer. Remarquez ce que Mozito a dit hier, qui ne va pas aller... Lui, quand Mozito parle, c'est pas lui qui parle. Et donc, ils ne vont pas aller dans un processus s'il n'y a pas de préalable. Ça veut dire que la loi électorale qui est en train d'être, entre guillemets, débattue à l'Assemblée nationale, eh bien, les plénières ne vont pas se tenir d'une manière correcte, enfin d'une manière pérenne. Pourquoi? Parce que les dés sont pipés. Les jeux sont pipés déjà d'avance. C'est-à-dire quoi? La Constitution qui a été violée, la majorité qui a été siphonnée, les leaders politiques qui ne se reconnaissent pas dans la justice actuelle parce que la justice est fortement instrumentalisée, tout ceci fera que, allez, on va s'orienter vers des concertations, puis d'abord consultation. Félix Tshisekedi va proposer de consulter la classe politique. À un moment donné, la classe politique va dire, vous êtes juge et parti, donc on ne peut pas venir être consulté par vous. Nous voulons qu'il y ait une vous entendre parler, c'est comme si... on peut prendre acte qu'il n'y aura pas élection l'année prochaine. Mais donc ça, c'est évident. En 2023. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Mais j'aimerais quand même revenir sur l'affaire Caméré, parce qu'il y a trop de spéculations là-dessus. Moi, j'ai parlé avec certains juristes rompus pour savoir un peu plus qu'est-ce que cela veut dire, cet arrêt de la Cour de cassation qui renvoie, n'est-ce pas, à la Cour d'appel pour que l'affaire soit rejugée. Pour certains juristes, c'est qu'on ressuscite donc... la première condamnation de 20 ans, c'est sur base de ça qu'on va encore juger Vital Kamerhe. Est-ce qu'on ne va pas trop vite en disant qu'il sera acquitté ou qu'il est le potentiel futur Premier ministre? En réalité, l'usage de la politique, ou plutôt de la justice par la politique, c'est un jeu qui est opérationnel dans beaucoup de pays. Vous prenez le Sénégal, depuis Abdou Diouf, on a toujours utilisé la politique contre les opposants. Abdoulaye Wade a été lui-même malmené, il a fait la prison sortie, jusqu'à devenir président de la République. Pour ne pas remonter à Blaise Diagne. Quand vous regardez Karim Wade, le fils de son père, aujourd'hui il vit en exil. Regardez le maire de Dakar, la même chose, il dit ça c'est que je ne vais pas vous faire la lecture. Allez en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, qui était le partenaire direct, un peu à la manière de Vital Kamerhe, à Alassane Ouattara, aujourd'hui vit en exil. Après les 10 ans passés par Laurent Gbagbo à La Haye, inutilement, parce que c'est Sarkozy qui l'a envoyé là-bas. Chez nous, c'est la même chose. L'utilisation de la justice, notamment dans l'affaire des 100 jours, était dans le sens de commencer à balayer le chemin, préparer les futurs candidats pour 2023. On pensait que Moïse Katumbi, avec son affaire de nationalité, il allait avoir des soucis pour être candidat. Jean-Pierre Bemba, avec sa condamnation, il n'allait pas être candidat. Le candidat potentiel était Vital Kamerhe parce qu'ils avaient déjà signé le protocole avec Tshisekedi au Kenya, que nous allons gagner si effectivement le cash gagne. Toi, tu fais le premier mandat, moi je ferai le mandat en 2023. Et comme le pouvoir est sucré, une fois dedans, Tshisekedi et ses partisans surtout, peut-être pas Tshisekedi tout seul, on dit non, il faut commencer maintenant à balayer. Et on peut redimensionner tous ces ici parce que, bon, Vital, il est naturellement directeur des cabinets, mais il s'est fait du pognon là-bas. Vous pensez qu'il est innocent dans cette affaire de 57 millions de dollars? Bon, il a les mains blanches. Qui est innocent, qui ne l'est pas?
avec qui Vital Kamere, puis si elle avait touché à cet argent, il a bouffé ou il a un peu, je dirais, siphonné cet argent. Chez nous ici, quand on vous parle de détournement ou les fonds qui ont disparu, ces fonds ne sont jamais mangés par un seul individu. C'est une chaîne. Ah oui, c'est une chaîne. Et souvent, on prend un bouc émissaire. C'est l'ADG, c'est le PDG. Mais si le PDG parle, vous voyez que beaucoup de feuilles vont tomber. Mais en général, il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il sera condamné, quelques mois après ou quelques années après, on va sortir de là. Et l'argent qu'il avait mis de côté, il va le consommer tranquillement. Mais dans son point de presse tenu à Bunia, Tshisekedi disait déjà que ce n'était pas lui qui était à la manœuvre dans cette affaire de 100 jours. C'était la justice. C'est venu du ministre de la Justice de l'époque, qui était du FCC. Donc c'est FCC qui aurait osé de faire payer Kamere plutôt que Tshisekedi pour se débarrasser d'un allié. On appelle cela la mise en scène. En politique, on appelle ça la mise en scène. La mise en scène, ça veut dire quoi? Vous savez que l'UDPS a toujours eu ce qu'on appelle la culture de la culpabilisation, de la victimisation. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Moi, je suis pour que les choses se passent très bien. Moi, je suis pour le peuple. Même si vous êtes ensemble, vous commettez la faute ensemble, on va trouver toujours qu'il y a quelqu'un qui a fait plus que moi. Rappelez-vous les 13 parlementaires. Lambert Mende m'avait raconté une histoire, et une histoire vraie. Il est là encore vivant. L'UDPS, avec ses alliés, négocie avec le maréchal Mobutu pour la primature. Mende et les autres étaient envoyés à Badolité. Ils négocient, Mobutu accepte de confier la primature à l'UDPS. Ils reviennent à Kinshasa, ils vont rendre compte à Limité, et on boit du champagne, on est content, etc. On dit voilà, demain on va annoncer au peuple qu'effectivement on a récupéré la primature et c'est bien. Le soir, les Manda et les autres, Manda manipule quelques combattants qui vont voir Etienne Tshisekedi pour lui dire ah non, Mobutu ne peut pas vous nommer Premier ministre, vous êtes Premier ministre de la Conférence nationale souveraine, il n'a pas qualité, etc. Le lendemain, au parc des Boucs ici, comment vous appelez le parc des Boucs qui est au centre-ville ici, botanique, là, jardin botanique. Ils viennent en meeting, Tshisekedi avec tous ses alliés, les Mende, etc., qui étaient là. Mende me raconte que le Sphinx monte sur l'estrade, il harangue la foule, et puis il dit à la foule, il semblerait que les gens étaient partis à Badolité pour aller parler avec Mobutu, soi-disant avoir le poste de Premier ministre. Est-ce que Mobutu peut me nommer moi Premier ministre? Le peuple dit non. Alors que c'est lui qui est là. Ils ont bu le champagne la veille. Il dit alors moi je ne reconnais pas tout ceci. D'ailleurs, vous devez vous occuper de ces gens-là. Moi, je ne suis pas le Premier ministre nommé par Mobutu. Dès qu'il est descendu de l'estrade, à peine il part, on est la population, pour ne pas dire les militants, se sont rués sur les Mende et toute la bande qui était là-bas, les alliés de Tshisekedi, tabassés comme moins que rien. Et le divorce avec Tshisekedi a commencé en ce moment-là. C'est à partir de là que Mende est parti rejoindre Kengo Dondo comme vice-premier ministre. Et Mende me dit, à chaque fois c'était comme ça. On prend les engagements, mais on ne les respecte pas. Et donc pour revenir à votre question, la question des Kamere, c'est une question des réels politiques. Réel politique, ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi a perdu suffisamment d'alliés. Il a perdu Joseph Kabila, il a perdu Kamere lui-même, il a perdu Kabound, surtout Kabound. Il vient de perdre François Béat. Et pour asseoir la ligne politique, ou plutôt le combat de 2023, les prochaines élections, c'est pas en 2023, il faut avoir des alliés géostratégiquement installés. Et si Vital Kamere n'est pas avec lui, c'est une machine, c'est une bête politique. Le Sud Kivu, avec l'espace swahiliphone, rappelez-vous que Matata Mponyo, au Maniema, on va parler aussi de pèse énormément. Oui. Les Chadari pèsent encore au Maniema. Tambo Mwamba pèse encore au Maniema. Et aujourd'hui, Bahati
n'est pas en odeur de sainteté. Pourquoi? Parce que Bahati a des élus partout. C'est un fin politique. Il a installé dans les entreprises publiques ses alliés, etc. Et si on lui fait du chantage, un peu comme quand il était au FCC, il se retire. Et si on met en difficulté Bahati Lukwebo avec Kamere qui revient, Bahati va prendre ses responsabilités pour dire voilà, écoutez, moi je pensais que j'allais remplacer Kamere, et aujourd'hui Kamere est de retour, ça va être compliqué. Donc c'est ce qui se passe avec Matata Mponyo, si je comprends bien, avec ces dossiers. Le dossier Matata. Mais bien évidemment, Matata Mponyo. Au niveau du Sénat, on sent que lui-même l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Matata lui-même, oui, que ça serait Bahati Lukwebo qui est à la manœuvre pour que Matata ne recouvre pas ses. Mais ça, c'est la certitude de Matata, parce qu'il pense que le leadership, notamment dans l'espace swahiliphone, c'est Matata, c'est Tambwe Mwamba, que Bahati a remplacé, c'est accessoirement Vital Kamerhe, mais Vital Kamerhe était au niveau de la présidence de la République, l'allié de Tshisekedi, qu'on a failli neutraliser, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est ressuscité. Et donc, la procédure dont vos juristes vous ont dit non, c'est le 20 ans, c'est faux. Vous allez voir, nous sommes avec vous. Je vous donne ma main à couper que Vital Kamerhe sera blanchi. On va lui trouver de prétextes, voilà, le dossier est vide, ou je ne sais pas, vice de forme. Et, allez, lui-même va faire des déclarations, voilà, en politique, moi je reste fidèle, etc. etc. C'est pour ça que Vital Kamerhe n'avait pas enlevé ces gens du gouvernement. À la différence de Moïse Katumbi, qui a déjà pris ses distances, les gens qui sont au gouvernement, ils n'engagent quand même. Officiellement, ils disent ils sont toujours de l'ensemble, mais beaucoup, comme le ministre des Affaires étrangères, oui, ils roulent déjà pour Fachi. Pour Fachi et ont été siphonnés comme ceux qui avaient traversé, qui étaient chez eux. C'est tellement à cause de l'ivresse d'Ilé. Peut-être qu'une fois sautés de là, ils vont revenir à la raison. Ben absolument. Voilà. Mais Jean-Marie Kassamba, cette affaire de Augustin Matata Ponyo. Augustin Matata Ponyo, il a écrit pour la deuxième fois au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour dénoncer des graves violations à son encontre. Est-ce qu'il y aurait une main noire derrière ça? Parce que déjà, même le procureur général près la Cour constitutionnelle lui aurait demandé pardon. Parce que mais écoutez, c'est gros comme un camion, les dossiers Matata Mponyo. Même le juriste de base, il voit que il y a tellement des incongruités dans ces dossiers que c'est fort des cafés qu'on puisse le garder encore dans son état là. Matata Mponyo n'a pas de juge jusque-là. Le dossier des arianisations, l'OGDEP qui s'occupe notamment de la dette publique, a déjà dit que c'est Matata n'y est pour rien. Deuxièmement, le président de la Cour constitutionnelle a blanchi, plutôt a déclaré que Matata Mponyo ne peut pas être jugé. Donc forcément, il devait recouvrer ses immunités. Forcément, il devait, Matata Mponyo, commencer à faire sa politique normalement. Mais comme il pèse, comme d'abord c'est un stratège, c'est un technicien, c'est un leader, il est très, très organisé, il a un peu de réserve en termes financiers, et donc il demeure un danger pour Félix Tshisekedi si jamais il y a des élections. J'aimerais quand même vous poser une question, cette question qui me vient en esprit. Bon, comme journaliste, vous êtes président des journalistes de la ville de Kinshasa, vous êtes citoyen congolais. Oui. Pour vous, finalement, quand on parle d'état des droits, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si chaque fois on doit mettre la main sur quelqu'un qui soit personnalité incontournable d'une province ou d'un coin de la République, on doit toujours lier à l'acharnement, écarter un potentiel candidat. Et en plus, il y a trop de droits pour vous. Nous ressortissants. Journalistes, qu'est-ce que cela veut dire? Laisser les gens faire ce qu'ils veulent? Non, la problématique, ils sont mieux placés dans leur province. Du tout. La problématique, c'est pas celle-là du tout. La justice, comme dit Élève une Nation, repose sur des principes de base. C'est quoi le principe de base? La loi reste la même pour tout le monde. À partir du moment où il y a un traitement différencié, discriminatoire des uns vis-à-vis des autres,
s'enlève à la justice son caractère impersonnel. Et ma foi, il y a des précédents. Regardez de quelle manière l'actuelle majorité a été installée. On vous a dit que c'est une solution à la congolaise. La majorité, par définition, elle est issue des urnes. Et durant toute la mandature, on ne la change pas. Je ne connais pas un seul pays où on a siphonné les députés des autres et on a fait sa propre majorité. Mais on a trouvé que c'est normal. Deuxièmement, regardez la mise en place qu'on a faite notamment au gouvernement. Est-ce que ça a respecté la géostratégie? Regardez de quelle manière la mise en place de la CENI. La CENI s'est fait, allez, on a dit consensus. Il n'y a pas du tout consensus. Autrefois, les chefs de l'État avaient dit, je ne peux pas signer le cas Malonda parce qu'il y a eu manque de consensus. Dans le cas précis, non, il y a consensus. Et vous savez que ça nous rattrape. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des problèmes maintenant pour identifier les groupes parlementaires parce que les textes n'ont pas été acceptés. Il y a même au niveau de la Cour constitutionnelle aussi. Et puis, la Cour constitutionnelle, la mise en place du président de la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous, c'est que Mbata, à son temps, avait dit par rapport à l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Et j'en pense et des meilleurs. Autre chose. Regardez même les gens qu'on arrête. On arrête quelqu'un pour détournement. Il est mis en examen, pour ne pas dire inculpé. On le met à Makala. Allez, 1 mois, 2 mois après, il est sorti. Et ça vous fait mal d'apprendre que tel a volé des millions? Il est à Makala, il est dehors. Ça vous fait mal. Mais ça fait mal au peuple. Congolais, alors ça fait mal. Vous avez circulé le pays, vous connaissez le Congo profond, vous connaissez nos réalités en fait, ceux qui vivent cette population à la base, nos mamans, nos grands-mères, nos tantes, nos grands-parents. Il y en a qui manquent, qui ne fichent que un verre d'eau potable. Ça vous fait mal d'apprendre que tel dignitaire a pris 10, 15, 50 millions. Crispin Chibinkoufoua, j'étais à Makala la semaine dernière. J'ai vu là où on a jugé l'affaire de 100 jours. On a seulement mis des tolls. Et on parlait des millions là. Des millions. Je dis bien des millions de dollars. Ça veut dire qu'il suffit seulement de 100 000 dollars pour rien qu'aménager le lieu du tribunal. J'étais dans le bureau du directeur adjoint. J'ai vu l'entrée principale, de là où on détient les gens qui ont détourné des millions. Vous savez, quand vous êtes jugé même par des juges, les magistrats, qui sont eux dans leur bureau, pas d'imprimante, pas de papier, pas de... Et vous leur parlez de millions. Avec un ventilateur à côté. Ces juges-là, quand ils vous jugent sur base de ça, eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. Très mal à l'aise. Sans compter les policiers qui vont avec. Maintenant, vous dites, est-ce que ça me choque? Moi, personnellement, je trouve ça naturel que les gens, ça ne les choque pas. Parce que depuis les années 80, Mobutu a toujours dit, le peuple congolais contribue. Il y avait la direction de la contribution. Ce n'était pas la direction du directeur général des impôts. C'est Kabila qui a transformé ça des contributions aux impôts. Oui. Avant, c'était direction générale des contributions. Vous savez, vous contribuez comme vous pouvez. Aujourd'hui, ce qui choque la population, c'est les folklores autour duquel on entoure un peu ces affaires. Vous voyez par exemple le ministre des hydrocarbures. Didier Boudimbo, là on parlait de combien? 200 millions, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on vient, on le prend, on l'amène à la NER. Vous savez ces bâtiments-là qui étaient à la banque, c'était à la banque congolaise, c'est Joseph Kabila qui a doté nos services de ces bâtiments-là, parce qu'on n'avait pas un bâtiment de la NER quand même qui était digne. Mais ces gens-là de la NER qui vont chercher ces gens,
Il faut voir dans quelles conditions ils travaillent, les gens de l'ANER. Moi, j'y vais souvent. Et c'est des fonctionnaires bien formés, d'un certain niveau. Quand ils vont chercher quelqu'un pour 200 millions, 50 millions, etc., ils les amènent dans leurs locaux, où ils sont eux-mêmes dégarnis. Et au bout de 3 jours, le même qui ont été chercher ces messieurs, on les appelle. Non, laissez-les qui rentrent à la maison. Dans quel état ils vont être? Vous me posez la question. Est-ce que moi ça me choque? Mais eux qui travaillent, posez-leur cette question. Les policiers qui transportent ces gens à millions dans les véhicules déglingués, où il n'y a pas de carburant. Et puis, ils amènent ces gens. 3 jours après, une semaine après, on dit non, le même policier ramenait ce monsieur à la maison. Sans explication claire de ce qui s'est passé. Est-ce que les alors, millions quand vous dites ont été remboursés? Alors, quand vous dites l'état des droits, la problématique se pose à ce niveau. Notre président a beaucoup de bonne volonté. Énormément de bonne volonté. Mais qu'est-ce qui Quand manque? vous écoutez son discours, vous sentez que c'est quelqu'un qui est choqué par l'injustice, qui a envie que les choses changent. Mais Joseph Kabila avait dit, je pars 15. Les gens disaient à l'époque, mais comment il ne peut pas dire, il n'y a pas 15, il y a beaucoup de professeurs autour de lui, il a beaucoup de gens. Et lui, précurseur, avant-gardiste, il avait déjà vu ça. Qui c'est qu'il a dit lui-même? La difficulté, c'est de trouver des bons collaborateurs. Hein? Il a dit lui-même. Les déclarations existent. Mais quand nous apostrophons comme ça, il faut que ça soit écouté. Il faut qu'on puisse prendre des mesures. Mais quand on a des frères, des amis, des habitudes, on laisse faire les habitudes. Ça crée le désamour avec la population. Ça dénature l'état de droit. Parce que les mêmes magistrats qui sont motivés pour appliquer ou faire appliquer l'état des droits, lorsqu'ils vivent 1 cas, 2 cas, 3 cas. Allez, je vous pose une question. Est-ce que ce ne sont pas les magistrats les problèmes? Les magistrats qui ont jugé Vital Kamerhe, hein, je raisonne pas à l'absurde. Okay. Les magistrats qui ont jugé Vital Kamerhe, qui l'ont condamné, qui l'ont traité de tous les superlatifs que vous connaissez. Allez, 2 mois après, ou maintenant, allez, dans quelques jours, il est bombardé Premier ministre. Forcément, il est patron du ministre de la Justice. Les magistrats qui l'ont jugé. Le président de la Cour constitutionnelle. Quand ils vont se retrouver dans des cérémonies officielles ou dans des réunions interinstitutionnelles. Ou dans les réunions interinstitutionnelles. Ils vont se parler en quelle langue? Ou plutôt, ils vont se serrer la main comment? Vous savez, la politique, il faut la faire avec une certaine, cohérence. Donc il y a trop d'improvisation. Oui, l'improvisation découle parfois des conseils mal appropriés de certains qui font croire que pour peser, pour comme on dit en lingala, kokonza, il faut parfois prendre des décisions contradictoires. Sans entrer dans le secret du Dieu, un conseiller spécial, c'est le summum des summums de la sécurité. Ça veut dire qu'un conseiller spécial peut même infiltrer l'ennemi. C'est-à-dire se transformer lui-même en espion. Mais quand on reproche au conseiller spécial d'avoir été espion, ça veut dire qu'on n'a pas compris le boulot d'un conseiller spécial. Voilà, j'aimerais casser parce que Tchibinkou va parler d'improvisation, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'improvisation dans le gouvernement d'Idée Warriors. 0 trou, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Transacademia, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'avec ça, c'est le manque de cohésion au sein du gouvernement ou c'est juste des mesures populaires sans issue? D'abord, quand on succède à son prédécesseur, on n'a pas vocation à effacer les tableaux, à tout recommencer. Je vous pose une question basique, ça date du dernier conseil des ministres.
est-ce nécessaire de créer une nouvelle compagnie aérienne? Parce que Congo Airways est là. Parce que Congo Airways est là, est fonctionnel. Est-ce que on n'a pas seulement envie de lui doter de nouveaux appareils, de nouveaux moyens, de nouvelles alliances? Parce qu'en aéronautique, on fonctionne avec les alliances. Alliance avec Kenya Airways, avec Ethiopian, alliance avec Air France, nos licences avec les Belges, etc. Maintenant, on crée Air Congo. Air Congo. Bon, Air Congo, ça va être quoi? Deuxième compagnie aérienne? Ou bien on va dissoudre Congo Airways? C'est en voie peut-être de la dissolution. Et il est en difficulté avec des avions. Là aussi, on a reproché Matata Tampogno d'être... il est allé chercher les avions de seconde, troisième, quatrième main. Il y en a qui sont en panne depuis l'arrivée. Est-ce que cette compagnie n'était pas déjà vouée à l'échec? D'abord, cher Kiboukoufwa, les avions ont une durée de vie de minimum 50 ans. Les avions que vous voyez ici. Même Air France que vous voyez vole avec des avions de 20 ans. Air France. La longévité d'un avion, c'est la maintenance, le check. Les avions que Matata avait achetés, c'est des avions récents. Ça veut dire que ces avions peuvent encore voler pendant 20 ans avec l'entretien. Ce n'est pas une excuse. Bien au contraire, il aurait fallu réformer, renforcer. Je vais vous donner un autre exemple. Transacademia. Si on veut aider les étudiants, est-ce qu'il est nécessaire de créer une compagnie de transport pour les étudiants? Non. Alors qu'il y a Transco. Non. Il faut tout simplement renforcer les universités. Chaque université qui produit de l'argent peut avoir ses bus gérés en interne. Les étudiants peuvent payer ces bus, comme c'est le cas avec les bibliothèques, comme c'est le cas avec notamment tous les services universitaires. Et aux États-Unis, il n'y a pas une compagnie qui transporte les étudiants. En France non plus. En Chine non plus. Maintenant, on crée Transacademia. Dotation du chef de l'État. D'abord, le président de la République n'a pas d'argent. Il a un salaire et une dotation personnelle. Donc, il ne peut pas offrir. Les gens qui disent c'est un don du chef de l'État, c'est mal dit. Le chef de l'État n'a pas d'argent. Le chef de l'État, il est au service de la nation, qui lui attribue un traitement pour lui et sa famille, pour ses invités, pour ses activités, etc. Et un salaire. Maintenant, c'est le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, responsable devant l'Assemblée nationale, qui pilote la politique nationale, qui peut dire on va renforcer les universités, qui pourront avoir le Wi-Fi gratuit, qui peuvent avoir des bus, etc., etc. On ne peut pas dire que le président de la République a construit des routes. Ce n'est pas lui qui construit les routes. Lui, il supervise les conseils des ministres, il arbitre chaque programme qui est présenté par chaque ministre. Il faut que dans notre... Même Kalouba le disait, dans notre vocabulaire de tous les jours, il faut qu'on change de paradigme. Il ne faut pas qu'on chante matin, midi, soir la vision du président, parce que dans la Constitution, il n'y a pas la vision du président. Dans la Constitution, il y a le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, et il y a le chef du gouvernement, qui est le chef de l'exécutif, donc, qui a un programme, il présente ce programme à l'Assemblée nationale accepte et lui donne les quitus pour gouverner. Et l'Assemblée nationale le contrôle. Le président de la République, il ne va pas aller rendre compte à l'Assemblée nationale. Lui, il fait un petit bilan une fois l'an devant le Congrès. Et quand il fait ce bilan, ça ne souffre d'aucun débat. Ou si vous voulez, on ne débatte pas sur ce que le président a dit. Il a dit 1, 2, 3, ça s'est passé comme ça, terminé, vous applaudissez, il rentre chez lui. C'est lui à qui on demande des comptes, c'est le Premier ministre.
Me regardez, vous qui parlez des warriors, notre Premier ministre, que j'aime bien. Mais il est phagocyté par les conseillers. J'allais poser la question, est-ce qu'il a les mains libres pour diriger le Premier ministre? La réponse est non. Et tout le monde le sait. Il y aurait un gouvernement parallèle? Pas il y aurait, il y a. Un gouvernement parallèle? Oui. Constitué d'équipe des conseillers. Mais des conseillers principalement. Des conseillers puissants. Mais d'autres personnes. Alors qu'est-ce qui fait que ici on trouve des conseillers très puissants, très connus, alors que dans l'ancien temps, sous Kabila, on ne connaissait pas vraiment des conseillers? Mais c'est parce que l'application de la politique patrimoniale dilue les institutions. La proximité parfois avec les chefs de l'État donne à certains le pouvoir de décider sur des choses qui relèvent de la souveraineté nationale. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Est-ce normal qu'un conseiller soit délégué pour aller conduire un projet de développement dans une province? Écoutez, c'est que la dame gouverneure intérimaire du Kasaï oriental a dit qu'elle a vu débarquer un conseiller. Elle n'était pas au courant. Le conseil provincial, pour ne pas dire le gouvernement provincial, n'était pas au courant. Les députés de Mbujimaï n'étaient pas au courant. Et puis on lui dit, voilà, on a vu les pyramides en Égypte, on aimerait bien faire des choses ici, etc. Et d'ailleurs, il y a déjà les moyens pour ça. Mais lorsque ça ne fonctionnerait pas, on va demander des comptes à qui? Elle a dit gentiment que ça ne relève pas de l'exécutif. On l'a quand même vu piloter, tenir des réunions par rapport au projet 55 territoires. Le Premier ministre dont je parle, Sama Lukonde. Est-ce que vous pensez que cette fois, le président a laissé à Sama l'attitude de gérer bien? Mais c'est une tentative. Ces projets. C'est une tentative de laisser à Sama gouverner un tout petit peu, ou plutôt faire développer ces projets des 145 territoires. Il y a encore déjà des couacs. Les premiers financements qui étaient mis à disposition ne sont toujours pas encore libérés, peut-être très modestement. Et puis, ce qui doit être dit, l'État-providence n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas développer un pays avec l'État qui est commerçant, rappelez-vous les chinchards, avec l'État qui vient pour faire des choses, on va dire, au quotidien. L'État jette les cadres. L'État permet à l'entrepreneuriat privé d'avoir les avantages. Si les 5 territoires, ou plutôt 145 territoires, sont gérés par les politiciens qui sont en train déjà de constituer des ONG, des sociétés fictives qui vont capter cet argent, ça va échouer. Pourquoi ça va échouer? Parce que les politiciens vont créer des sociétés, ces sociétés vont capturer cet argent ne sera pas investi dans le projet. On va mettre de côté pour faire les campagnes électorales pour les années d'après. Et quand il va y avoir des scandales, ces politiciens vont disparaître. L'idéal aurait été de créer des sociétés privées, de permettre à ces sociétés privées de gagner des marchés et que ça soit contrôlé par l'État. Vous ne remboursez pas, on vous arrête, on confisque. Et cet entrepreneuriat privé allait créer de la valeur ajoutée, allait permettre ce qu'on appelle l'effervescence du monde entrepreneurial, et c'est cela qui allait développer le pays. L'État allait faire quoi? Mettre de la sécurité, d'abord la sécurité, la défiscalisation, les avantages, la construction des routes, des dessertes agricoles pour l'évacuation de ce que le privé vont produire, comme ça s'est fait aux États-Unis, en Chine, en Inde, partout. La Chine s'est développée pas avec le modèle au début de Mao, mais avec le modèle de Xi Jinping aujourd'hui, avec tout ce qui ont succédé à Mao, parce que même en Russie, on a laissé l'entrepreneuriat prendre la place à l'État-providence. Les 145 territoires ne pourront se développer en faisant avoir un résultat escompté que quand on va faire jouer les privés dans l'affaire. Alors, la pétition. Pétition Bosso contre le président de l'Assemblée nationale. On lui reproche beaucoup des griefs.
Est-ce que ça va encore tenir, Jean-Marie Kassama? Parce que tout à l'heure, on vous a senti un peu convaincu que Mbosso serait sur une chaise éjectable. Et ajouter que c'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. La deuxième ou la troisième fois qu'il y a une telle pétition contre Mbosso. Je vous ai dit tout à l'heure que les turpitudes de la classe politique, c'est récurrent. Il faut se poser la question, comment Mbosso est arrivé là? Mbosso, il est FCC, et quand on a voulu redimensionner en cours de mandat la majorité, on a dit on compte sur les transfuges potentiels. Et Mbosso, vu son âge, il a été le doyen. Quand on a défenestré Mabunda, Mbosso est arrivé comme doyen bureau d'âge. Et Mbosso, comme il est fin carrière, il a dit je vais jouer ma carte, je vais me mettre du côté de Félix Tshisekedi. Et il a été secondé par le vrai formateur de la majorité, c'est Kabound. C'est pour ça que Kabound avait tous ses galons. Qui n'est plus là aujourd'hui. Oui. Et donc, Mbosso n'existait que parce que Kabound faisait bouillir la marmite. Maintenant que Kabound est en embuscade, que Mbosso ne peut plus fédérer tous les élus qui bouillonnent, parce que beaucoup sont déçus, à part les palissades, mais tout ce qu'on leur avait promis au gouvernement, la diplomatie, entreprise, ça ne fonctionne pas. C'est que le pauvre Mbosso, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dès qu'il y a un match, il leur donne un peu de moyens. Ils vont aller voir le match. À la fin du mois, comme a dit l'autre élu, il leur file un peu 1000 par mois. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons une classe politique gloutonne. Et il a compris, cette classe politique, qu'on nous vit qu'avec un peu de chantage comme ça. Et donc, ça c'est un chantage de plus à Mbosso pour dire attention messieurs, on peut vous faire chuter à tout moment. Mais en réalité, Félix Tshisekedi lui raisonne plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voit, est-ce que Mbosso va encore m'être utile? Dans quelle configuration? Dès que Kamere va revenir, allez, on va bousculer un peu tout ceci. Je vous ai dit, redimensionner l'Assemblée nationale, redimensionner au niveau du Sénat, voir quels sont les interlocuteurs qui sont aux côtés de Félix Tshisekedi en vue des futurs conciliambules. Et Kabound qui est parti finalement, est-ce qu'il pourra il a démissionné après, même si c'est vrai, ça faisait longtemps, entre son tweet et la démission proprement dite. Vous pensez qu'il est maintenant où? Il est au centre? Est-ce qu'il a rejoint les FCC? Est-ce qu'il est de la Mouka? Est-ce que Kabound prend un temps de réflexion? Ou est-ce qu'il pourra aussi rebondir dans le prochain dialogue, probablement? Kabound, c'est un outsider. C'est lui qui a tenu l'UDPS après. Dès que Tshisekedi, le père, était malade, c'est Kabound qui a tenu l'UDPS. Un peu dans une culture un peu sulfureuse, là, vous voyez. Il était avec Moïse Katumbi là-bas. Et puis Katumbi, il a fait comprendre qu'il fallait venir à Kinshasa pour la fameuse révolution. Et il arrive ici, il s'implique dans l'UDPS. Il y a eu mariage. Katumbi, Tshisekedi, père d'abord, puis fils ensuite. Katumbi a dit à Kabound que n'oublie pas qu'on avait été ensemble, etc. Et Kabound a géré les masses populaires. Tous ces jeunes de Kamwena pour tous ces jeunes de province, etc., de Kinshasa, qui se sont battus. Certains sont blessés, beaucoup sont morts, etc. C'est Kabound qui était le centre de tout ça. Et Kabound, je vous l'ai dit, c'est le maître dans la fabrication de la fausse majorité qui s'est mis en place. Et donc Kabound, aujourd'hui, il est en embuscade. Tous les dessus, les fils Mouko, que tous ces gens-là, ils tournent autour de Kabound. Et stratégiquement, Félix Tshisekedi a intérêt à se réconcilier avec Kabound. S'il ne le fait pas, ça va être comment? Kabound va aller centraliser les crispations. Il va se rapprocher de l'opposition. Et il va dire que c'est lui, allez, la vraie UDPS héritée de Tshisekedi le père. Que la diaspora qui est arrivée, les conseillers, tous ces gens, les affairistes, etc., ils ont
trahi leur combat. Mais ça ne sera pas une première, Jean-Marie Kassamba. Beaucoup sont partis. On pensait que le parti allait basculer, comme vous l'avez dit. Rappelez-vous. Oui, ils sont nombreux, même Tchibala et autres. C'est beaucoup d'IDPS. Mais ce n'est pas la même chose. C'est toujours l'imité qui. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que ce n'est pas Kabound qui aurait à perdre s'il fait. Ce n'est pas la même chose. Je vous explique que la personnalité de Etienne Tshisekedi, qui a survécu aux 13 parlementaires, ce n'est pas la même personnalité de Félix Tshisekedi. Tous les gens qui étaient avec Etienne Tshisekedi n'ont pas la même nature que ceux qui sont avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et pour preuve, on ne faisait pas chantage à Etienne Tshisekedi. Tshisekedi disait, ou tu es avec moi, ou tu pars. Aujourd'hui, ceux qui sont avec Félix Tshisekedi lui font le chantage, donne-moi le poste, donne-moi l'argent, regardez Henri Touamou, hein, voilà, vous voulez mettre en bâtard, mais moi je suis aussi là. Regardez tous ces gens qui tournent autour de la présidence de la République. Hier, Etienne Tshisekedi n'avait que l'idéologie. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il a la signature et l'argent. Et donc, demain, si le pouvoir bascule ou vacille vers un autre centre de gravité, eh bien les gens vont suivre. Et donc, Kabound sait que les crispations populaires, ce sont les masses, l'IDPS, ce sont les masses, excusez-moi du terme, un peu désœuvrées, qui sont autour. Et ils jouent avec du populisme, et le populisme au Congo, malheureusement, fonctionne. Regardez Joseph Kabila, il dit rien. Mais, il observe. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier? Les masses populaires qui ont besoin, on va dire, d'un espoir, se sont agglutinés. Les dangers, ils viennent de là. Et Vital Kamerhe, c'est un populiste né. C'est l'homme de discours. Par rapport à Joseph Kabila, est-ce que vous êtes d'accord avec Raymond Tshibanda qui déclare que c'est le seul candidat du Front commun pour le Congo? Vous qui êtes de temps en temps avec Kabila à des moments. Il va revenir en 2023. Est-ce qu'il vous a confié ça par Non, il m'a rien confié. Je reviens. Il m'a rien confié. Non, tout ce que je peux vous dire, qu'il y a des évidences. La première évidence, c'est que les gens qui disent Joseph Kabila, sénateur à vie, la Constitution lui interdit de postuler, c'est faux. Tout juriste sérieux sait que sénateur à vie veut dire fonction honorifique. Il n'a pas été élu, il n'a pas de fief, il ne répond pas au règlement d'ordre intérieur, et donc il ne peut même pas aller assister aux plénières, etc. Donc c'est honorifique, tout simplement. Après avoir fait ces 2 mandats, il est redevenu normal, pour ne pas dire vierge. Donc il peut mener sa vie politique, on ne peut plus naturellement. Mais pour mener la vie politique avec des résultats, il faut être aussi stratège. Joseph Kabila a été pollué par des gens qui étaient avec lui et qui n'ont pas été proches de la population. Vous le voyez revenir vraiment? Ben écoutez, si la population sent que la solution à ces problèmes est dans ce monsieur et qu'il propose une offre politique qui concorde avec les attentes de la population, ça ne sera pas la première fois. Sassou Nguesso était bien revenu. Obasanjo était revenu. Je peux vous en citer plein de chefs d'État comme ça. Au Ghana, il y a eu un président qui est revenu. Donc, il y a plein de pays où un président est parti puis il est revenu. Et cette fois-ci avec une réconfiguration. Ah bien absolument, absolument. Parce que beaucoup se sont déjà disqualifiés avec peu de constance. Et maintenant, il sait que beaucoup de ces politiciens qui viennent, qui chantent, qui acclament, ben, ils ne le font pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils ont besoin de signatures. Et ici, le plus important pour ce pays, c'est la sécurité et surtout de l'ambition. Et il est déjà outillé avec ses diplômes, etc. Ça sera un autre Kabila qui est le Kabila. Voilà, pour terminer, nous allons à l'international. Ça concerne la RDC, ça concerne le Rwanda, ça concerne aussi la Grande-Bretagne. Jean-Marie Kassamba, on a suivi la décision de Londres de pouvoir
ramener tous les immigrés vers le Rwanda. Déjà ici chez nous, il y a même des députés qui ont déposé une motion, un débat, une motion orale aux députés, en fait au ministre, au vice-premier ministre, ministre des Affaires intérieures, ministre de l'Intérieur, à Celo pour qu'ils viennent s'expliquer par rapport à ça. D'ailleurs, cette décision a été jugée inhumanitaire par la communauté internationale. Est-ce que la République démocratique du Congo doit s'inquiéter de ces décisions rwandaises? Absolument. Et d'ailleurs, il faut que ça soit un peu plus sérieux que ça. Il ne faut pas que ça soit anecdotique. Parce que chez nous, souvent, les gens fonctionnent un peu d'une manière épisodique comme ça. On en a parlé dans les réseaux sociaux. Et puis voilà, un député s'indigne. Non, il faut que ça soit une affaire nationale. Il faut une prise de conscience que le danger est à nos portes. Mais c'est quel danger? Le Rwanda est souverain et il peut prendre une décision. Le Rwanda n'a pas d'espace pour... Alors un peu de réflexion, mon ami. Les gens qui sont complexés par le développement entre guillemets du Rwanda ne se posent pas la question comment le Rwanda arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui avec les richesses de la République démocratique du Congo. Il faut se poser la question, quel rôle on fait jouer au Rwanda depuis 1994. Quel rôle on fait jouer au Rwanda? Ça devait d'abord commencer par l'Ouganda. C'est Museveni. Rappelez-vous les années 80 quand on disait que c'était le meilleur élève du Fonds monétaire international, Museveni. Mais quand Museveni n'a pas pu faire ce que, notamment les démocrates aux États-Unis, les Clinton quand ils sont arrivés au pouvoir, on a bifurgué vers le Rwanda. Kagame, formé dans les services secrets aux États-Unis, il était le patron de l'armée de l'Ouganda, il avait les Tutsis en Ouganda, il est revenu. La dynamique des démocrates, notamment de Bill Clinton, c'était de chasser Mobutu et de contrôler l'espace qui était autrefois mi-français, un tout petit peu américain, mais plus français, francophone. Et le Rwanda est dedans depuis. Les multinationales qui tirent le maximum chez nous via les Rwandais veulent maintenant occuper physiquement le territoire congolais. Il faut que les Congolais s'ameuvent. Il faut que les Congolais trouvent que c'est dangereux. On ne se cache plus. Avant, on disait, allez... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que le Rwanda a pris la décision. Il faut avoir des contacts directs avec la communauté internationale. Il faut que le peuple congolais s'offusque contre ça. Mais le président a fait le monde. Lui-même était... Oui, le président était partout. Diplomate. Est-ce qu'il n'a pas pris ses contacts? C'est le peuple d'abord qui doit dire... Monsieur de la communauté internationale, vous êtes en train de jouer avec le feu. Mais déjà, la communauté internationale a donné sa position et elle a trouvé la décision inhumanitaire. Non, ça, ce sont les déclarations de principe. Quand on disait à Poutine que non, on ne va pas venir, l'OTAN ne va pas s'étendre autour de la Russie. Entre-temps, l'OTAN s'est installée partout dans les républiques autour de la Russie. Quand Poutine leur disait, ne venez pas en Ukraine, là, à côté, c'est face à moi. Ils venaient quand même avec les révolutions, Maïdan, etc. C'est la même communauté internationale. Quand Mouzé disait que c'est le Rwanda qui nous attaque, les gens disent toujours quoi? Non, ça c'est crise intercongolais. On n'a pas de preuves que c'est le Rwanda. Quand Joseph Kabila disait que les ADF, là, ce sont les musulmans terroristes. Quand la MONUSCO, on lui dit, ce sont les terroristes. Non, il dit le supposé. Quand il y a des crises là-bas, ou plutôt des morts, on dit, telle ville a été attaquée par des supposés. C'est le mot supposé là. Est-ce que quand il y a la guerre en ce moment entre l'Irak, ou plutôt la Russie et l'Ukraine, est-ce que vous entendez les Occidentaux dire supposé russe? On dit les Russes, invasion russe, on dit même le mot invasion. On n'a jamais utilisé le mot invasion quand les Rwandais occupent nos territoires. Et donc, dans les cas d'espèce, il faut que, allez, nous, Congolais, mais les gens qui manifestent souvent, les ONG, etc., où est le communiqué pour dire à la Grande-Bretagne, qui est partenaire avec nous, vous êtes en train de nous mettre en danger. Allez juste manifester devant l'ambassade démocratiquement, ça se fait partout dans le monde. Voilà, attention avec ce que vous êtes en train de faire, c'est contre notre souveraineté.
Rien du tout. Où sont les conseillers diplomatiques, les envoyés spéciaux du chef de l'État qui doit les envoyer en émissaire avec des lettres, voilà, dire, allez, aux Britanniques, dire aux Kagame, mais messieurs, c'est que vous faites là. Vous savez, quand il y a eu, les gens se sont levés contre les fameux villages à l'Est. Oui. Le projet est étouffé maintenant, c'est fini. Est-ce qu'il faut construire finalement un mur avec physiquement, oui, c'est les voisins rwandais? Non seulement il faut faire le mur, mais il faut acheter des avions, il faut acheter des drones, il faut sécuriser cette zone de à peine 100 km. De l'Ouganda, Burundi jusqu'au Rwanda. Il faut là-bas no man's land. Mettre là-bas, vraiment. C'est vraiment avec de vues satellitaires. Google Maps existe. Hein? Donc, mettre des états-majors là-bas, mettre des camps militaires là-bas seulement. Et vous allez voir que ça va se calmer. Aussi longtemps qu'on fait état des sièges et puis on met quelques positions, ils vont toujours nous embêter. Et Kagame, lui, ne désarme pas. Il sait qu'il a les soutiens. Imaginez, je réfléchis par absurde. Imaginez, Kagame vient nuitamment avec 300 de ces gens, il les installe dans un coin quelque part. Vous vous réveillez le matin, ils sont déjà là, comme les Mboro, vous vous rappelez? Les Mboro, effectivement. Et les Congos disent non, ces gens doivent rentrer chez eux. La même communauté internationale va dire non, comme ce sont des réfugiés, il y a des lois, il y a des règles maintenant pour le retour, il faut le retour volontaire, etc. Et on va faire les camps tout autour. Et ça sera une zone. Et de plus en temps, les Congos payent cher à cause de son hospitalité d'autrefois. Mais Kengo Wadon l'a dit. Les Hutus qui avaient traversé avec armes et bagages, Kengo avait donné 48 heures pour qu'ils rentrent chez eux. La même communauté internationale est partie dire à Mobutu, non, il y a ton premier ministre qui laisse les malheurs du Congo commencer par là. Voilà. Aujourd'hui. Merci beaucoup, Crispin Chibukonfoy. Merci, Jean-David c'était intéressant. Parce que tout à l'heure, dans pratiquement 9 à 8 minutes, ça sera la grande édition de 12h, 13h dans l'Est de la République démocratique. Et on était en direct à la télé. Effectivement, on était en direct. Merci à vous, Jean-Marie Kassama, surtout pour le professionnalisme. Là, il faut qu'on se le dise, Chibukonfoy. Oui, c'est le maître d'école. Hein. Le maître d'école, il est venu révolutionner le monde médiatique. Rappelez-vous, avant Télé 50, on pensait qu'un journaliste était un citoyen, basse classe et autres. Il est venu, il a imprimé sa marque et ça fait du bien à beaucoup de médias aujourd'hui. On fait les bureaux de YouTube. Regardez comment c'est confortable là. Vous avez vu? C'est confortable. Bon, laissons les autres parler de nous-mêmes. Non, et d'ailleurs, on a innové encore ce matin, c'est-à-dire qu'on a maintenant le numéro WhatsApp. Voilà. Les gens peuvent envoyer maintenant des messages et on va les lire ici, en direct, etc. Et ce studio va connaître quelques modifications dans quelques jours. C'est pas encore fini. Et aussi notre application TNF. TNF, c'est application Android. Vous pouvez télécharger, écouter Radio 50. Restez branchés sur Télé 50. Avec le numéro de téléphone, plus 243 85 12 00 459. Voilà. Chibukonfoy, votre dernier mot? Non, je salue tous ceux qui nous ont suivis, et à la radio et à la télé. Radio 50, c'est la seule radio que l'on peut voir. Désormais, comme maintenant, on nous voit un peu partout à travers le monde. Voilà, ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50, sur Radio 50.